Il a grandi dans une cité où Hollywood n'est qu'un mirage lointain. Il a d'abord fait rire un pays entier, avant de l'émouvoir jusqu'aux larmes. Et un jour, il a brisé un plafond de verre, premier acteur noir à recevoir un César. Voici l'ascension d'Omar Sy. Bienvenue sur Destin de légende, la chaîne qui dévoile l'envers du miroir, les cicatrices derrière les sourires et les histoires que la France oublie parfois trop vite. Aujourd'hui, nous retraçons le destin d'Omar Sy, un parcours forgé dans l'humilité, traversé par le feu et porté par la mémoire. Abonne-toi dès maintenant, car ici, chaque jour, une vérité remonte à la lumière. Trappes, fin des années 1970. Des barres d'immeubles en béton brut se dressent à perte de vue, grises, froides, marquées par le vent et les années. Au pied des tours, des cages d'escalier taguées, des poussettes abandonnées, des enfants qui courent entre les parkings et les terrains vagues. Dans un petit appartement du 3e étage, un cri naît. Omar. C'est le 20 janvier 1978, 4e d'une fratrie de 8. Dans ce 2 pièces exiguës, le silence est un luxe rare. Le matin, c'est la course entre les cartables, les cris de nourrissons et le grésillement du café sur la gazinière. Son père, Demba, rentre souvent de l'usine La Mine Grise, les mains noircies par la journée. Ouvrier venu du Sénégal, il ne parle pas beaucoup, mais son regard dit l'essentiel, tenue, rigueur, fierté. Sa mère, Diariatou, femme de ménage, nettoie les bureaux des autres avant le lever du jour. Elle rentre les bras fatigués, mais le sourire intact. Elle chante souvent, en pulard, pendant qu'elle épluche les pommes de terre. Dans la maison, on parle fort, on vit serré, mais on rit. L'humour est une armure. Quand la télé grésille en noir et blanc, Omar imite les présentateurs, les stars de variété. Ses frères et sœurs éclatent de rire. « Walay, Omar, t'es bête !» crie sa grande sœur, Hilar. Le petit garçon observe tout. Il n'a pas encore de scène, pas de micro, mais il a déjà ce don, faire exister les autres, en les faisant rire. Dans la cage d'escalier, les voisins le saluent avec tendresse. Tu vois ce petit-là? Il ne dit pas grand-chose, mais il fera quelque chose. Trappes, année 1980. Dans la cour du collège Le Village, les cris résonnent entre les murs ternis par le temps. C'est la pause de midi. Les plus grands se rassemblent pour jouer au foot sur le bitume usé. Omar, lui, ne court pas. Il observe, attentif, et quand le moment s'y prête, il improvise. Une imitation de prof de maths, accent forcé, gestes exagérés. Les copains rient à gorge déployée, même ceux qui ne parlent jamais. Ce n'est pas juste drôle, c'est précis, c'est fin, c'est du talent brut. Mais derrière le masque de l'humoriste, il y a un enfant discret, trop grand pour son âge, souvent voûté, comme pour se faire plus petit. Dans la salle de classe, il baisse les yeux quand on l'interroge, la peur d'être vu, mais encore plus, celle d'être oublié. À la maison, c'est le même jeu d'équilibre. Aider les petits à faire leurs devoirs, surveiller la casserole sur le feu, et inventer un sketch pour faire sourire les parents le dimanche soir. Le rire devient son langage secret, sa manière à lui de dire « Je suis là ». Des années plus tard, il confiera « Je faisais le clown pour qu'on m'écoute, parce qu'on ne m'écoutait jamais ». Dans ces années-là, Omar ne sait pas encore qu'il a du génie. Mais il sent une chose, le rire est une clé, et il s'y accroche comme à une corde au-dessus du vide. Paris, 1996. Une station de métro, une ligne de bus, puis un immeuble anonyme du 11e arrondissement. Radio Nova, une petite radio libre, rebelle, pleine de voix trop rares à la télé. Ce jour-là, Omar ne vient pas pour passer à l'antenne. Il accompagne un pote, comme ça, sans y croire. Mais dans le studio, un animateur en retard, un micro libre et une envie brûlante. Il tente, il improvise, il invente un faux footballeur nigérian qui parle comme un ministre de banlieue. Le standard explose. Les auditeurs rient, l'équipe aussi. Omar n'a aucun texte, juste son instinct, sa musicalité, son énergie. Quelqu'un dans le studio lâche, en souriant. « Toi, tu vas revenir ». Ce jour-là, il ne rentre pas chez lui comme d'habitude. Dans le train du retour, il regarde par la vitre. Les lampadaires défilent. Il ne parle pas. Il pense. Il sentimentaux. Quelque chose a changé. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un hasard.
Il venait sans le savoir de trouver sa scène. Début des années 2000, les petits rôles arrivent, les plateaux aussi. Mais très vite, Omar découvre l'envers du décor. Tu pourrais jouer le vigile ? On cherche un grand noir pour une scène un peu comique. Fais-nous un accent. Il sourit, par politesse, par instinct de survie aussi. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissure. Chaque audition devient un rappel brutal. On ne te voit pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu représentes. Un jour, après un rendez-vous humiliant, il sort du bâtiment sans parler. Fred Testo, son acolyte, le regarde en silence, et Omar lâche, amer. Je veux pas qu'on m'applaudisse parce que je fais rire en caricature, je veux qu'on m'écoute pour ce que je suis. Il refuse des propositions, des films, de l'argent, mais aussi des cases dans lesquelles il refuse d'entrer. Ce n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de dignité. Et même si cela ferme des portes, cela en ouvrira d'autres. Plus tard, plus vrai. Paris, un soir d'hiver. Le SAV cartonne. Le duo Omar et Fred fait rire la France entière. Mais le succès à la télé ne paie pas toujours le frigo. Dans leur petit studio de l'époque, Omar compte les pièces rouges sur la table basse. La lumière est jaune, fatiguée. Une boîte de conserve, 2 yaourts. Il regarde par la fenêtre. Rien ne bouge dehors, sauf le silence. À cette époque, personne ne le reconnaît encore dans la rue. Personne ne parle de talent. Les directeurs de casting continuent de voir une silhouette, pas un acteur. Mais une silhouette peut contenir un monde. Et dans celui d'Omar, il y a Hélène, celle qui l'écoute quand il n'a plus de mots. Celle qui lui glisse doucement, entre 2 silences. Tu doutes pour 2, je crois pour nous 2. Ce n'est pas une scène de film, c'est une scène de vie. Et c'est dans cette pièce, entre une bouilloire et un matelas au sol, qu'Omar forge la foi tranquille de ceux qui n'attendent plus d'être choisis, mais qui choisiront eux-mêmes leur chemin. Radio Nova, fin des années 1990. Une pièce minuscule, mur tapissé de vinyle, micro suspendu au plafond. L'air est chargé de musique et d'idées. C'est là qu'il le rencontre, Fred Testo, un autre jeune venu sans plan, mais avec une voix à faire exploser les murs. Ils échangent un regard, une vanne, un rire, et tout de suite, la complicité, instinctive, totale. Ils n'ont rien, sauf le temps et la liberté. Alors ils inventent des personnages absurdes, des sketchs sans filet. Ils jouent pour eux-mêmes, sans penser au lendemain. C'est leur terrain de jeu, leur laboratoire de folie. Un soir, après une improvisation particulièrement déjantée, Fred lui lance « Tu sais que t'es pas juste marrant, tu fais du bien aux gens ». Omar reste silencieux. Il entend, il encaisse, parce que c'est la première fois que quelqu'un croit aussi fort que lui, en lui. Fred n'est pas juste un ami, c'est le miroir sans filtre, le complice, le frère de scène, celui qui tend la main sans jamais tirer vers le bas. Le duo Omar et Fred ne naît pas dans un bureau de production. Il naît là, dans un studio sous-équipé, mais suréquipé en foi. Paris, début des années 2000. Les couloirs de Canal+ résonnent d'un brouhaha permanent. Au fond, dans un studio modeste, 2 silhouettes se préparent à enregistrer. SAV des émissions. Un format court, 2 chaises, une table, un téléphone factice. Chaque jour, Omar et Fred tournent des sketchs à la chaîne, en chemise bariolée, perruques douteuses, lunettes de travers. Ils inventent des personnages, plus absurdes les uns que les autres. Les tournages se font vite, souvent très tard, après que les plateaux importants se soient vidés. Au début, les gens zappent, puis ils s'arrêtent, puis ils attendent. Le SAV devient culte. Mais malgré la notoriété qui monte, Omar reste dans l'ombre du petit écran. Pas de couverture de magazine, pas de rôle sérieux au cinéma. Juste ce rire qu'il provoque, tous les soirs, à 19h55. Un jour, entre 2 prises, un technicien lui glisse. Un jour, t'auras pas besoin de déguisement pour qu'on t'écoute. Omar sourit. Il sait que le vrai rôle, celui qu'il attend, n'est pas encore arrivé, mais il se prépare, dans l'ombre, comme les arbres avant le printemps. Paris, octobre 2011. Les lumières s'éteignent dans la salle de projection. Le film commence. Intouchable. Omar Sy entre en scène. Il est Driss, impertinent,
drôle, brut, mais aussi tendre, blessé, vrai. À la fin, silence, puis une vague d'applaudissements. Pas seulement dans cette salle. Partout en France, le bouche à oreille devient un raz-de-marée. Le public rit, pleure, se reconnaît. 19,5 millions de spectateurs, du jamais vu. Omar n'est plus une voix familière ou un clown de télévision. Il est devenu un acteur, un grand. Dans une interview, on lui demande s'il s'attendait à ça. Il répond simplement « On a voulu faire un film sincère, et les gens l'ont ressenti. » Mais derrière ce succès foudroyant, il garde la tête froide. Il sait ce que c'est que d'attendre, d'espérer, de ne pas exister aux yeux des autres. Et cette reconnaissance, il ne la vit pas comme une arrivée, plutôt comme une porte qui s'ouvre, la première vraie. Et cette fois, il est prêt à entrer. Février 2012, Théâtre du Châtelet, Paris. La salle est pleine, les caméras tournent, c'est la cérémonie des Césars, l'élite du cinéma français. Costume noir, parfum discret, silence feutré. Dans un coin, Omar Sy, costume sobre, regard baissé, le cœur qui tape fort, mais personne ne le voit. Le présentateur annonce « Et le César du meilleur acteur est attribué à… » Une seconde suspendue, puis son nom, Omar Sy. La salle se lève, les larmes lui montent, il monte sur scène, étourdi par l'instant. Il sourit, il parle peu, pas besoin d'en dire trop, le moment parle pour lui, pour ses parents, pour Traps, pour tous ceux qu'on n'invite jamais dans ces salons dorés. Mais dans les jours qui suivent, les voix se divisent. Certains crient au génie, d'autres murmurent. C'est un vote émotionnel. Il l'a eu parce qu'il est populaire. Pas parce qu'il est bon. Omar encaisse, sans répondre. Il retourne au travail, il lit des scénarios, il prend l'avion, il apprend. Parce qu'il sait que ce César n'était pas une fin, mais le début d'un autre combat, celui de devoir prouver plus que les autres. Los Angeles, 2013. Des palmiers. Des lettres géantes accrochées à une colline. Un autre monde, une autre langue, une autre attente. Omar pose sa valise à El Hapa comme un touriste, comme un acteur français noir, venu bousculer les codes, dans le temple mondial du cinéma. Les premiers castings s'enchaînent. Tu parles anglais? Tu peux jouer l'ami loyal? Le mec drôle? Le costaud sympa? Il sourit, il s'adapte, il apprend, et rapidement, il décroche. X-Men, Days of Future Past, Jurassic World, Inferno aux côtés de Tom Hanks. Le rêve américain devient réalité, mais ce n'est pas un conte de fées, c'est du travail, des nuits sans sommeil, des tournages à l'autre bout du monde, loin des siens. À Hollywood, on commence à retenir son nom. À Paris, certains l'accusent de s'être perdu dans les blockbusters. Mais Omar ne cède pas. Il revient régulièrement en France, fidèle à ses racines. Un journaliste lui demande un jour « Vous vous sentez plus américain ou plus français ?» Il répond, droit dans les yeux « Je suis moi, et je suis partout où je suis utile. » Le succès est là, imposant, mérité. Mais Omar garde les deux pieds ancrés dans le sol, parce qu'il sait que ce n'est pas la lumière qui fait l'homme, mais l'ombre qu'il n'a jamais oubliée. France, 2015. Les journaux titrent en grand « Omar Sy, la star française qui séduit Hollywood ». Mais dans les coulisses, une autre rumeur enfle, plus sourde, plus insidieuse. Il a quitté la France. Il s'est vendu à l'Amérique. Il ne regarde plus d'où il vient. Sur les plateaux télé, certains osent des sourires en coin. Sur les réseaux, les critiques se font acides. Il y a dans ces mots plus que du doute. Il y a de l'amertume, de la suspicion, parfois même du rejet. Omar lit tout. Il ne répond pas. Mais à l'intérieur, ça pique, parce que lui n'a jamais tourné le dos. Il finance des projets en France. Il revient, il tourne. Mais l'ascension dérange. Et son succès à l'international, au lieu d'être célébré, devient parfois un reproche. Il confie, des années plus tard, dans une interview, « Je suis toujours français, mais j'ai appris que pour certains, le succès ne pardonne pas. C'est le prix à payer, celui de sortir du cadre, celui d'être libre, celui d'être noir, célèbre et ailleurs. » Mais Omar le savait, et ce jour-là, il comprend que même au sommet, on reste jugé par le point de départ.
Entre 2016 et 2019, le rythme ralentit. Pas de tapis rouge, pas d'interview sur les plateaux du 20h. Omar disparaît des radars français, doucement, presque volontairement. Ce n'est pas une chute, c'est un retrait. Il se recentre, sur ses enfants, sur Hélène, sur les petits matins sans maquillage ni lumière. Il lit, il observe, il apprend à se taire dans un monde qui crie. À Los Angeles, il vit loin du bruit, mais en France, certains le croient oublié, ou pire, remplacé. Mais Omar n'a jamais joué la célébrité. Ce qu'il cherche, c'est le vrai, le juste, le profond. Il travaille dans l'ombre, il prépare, il attend. Pas une revanche, pas une reconquête, un retour, différent, maîtrisé, parce qu'un homme qui choisit le silence n'a pas disparu. Il se prépare à dire quelque chose d'important. 2021, un générique s'affiche sur Netflix. Lupin, un nom mythique, une silhouette élégante, et un visage, Omar Sy. Mais ce n'est plus le jeune homme du SAV, ce n'est plus seulement Driss d'Intouchable, c'est Hassan Diop, un gentleman cambrioleur moderne, noir, cultivé, complexe, brillant. Un personnage qu'on n'avait jamais laissé à un homme comme lui. Et le monde entier regarde. Plus de 70 millions de vues. Des États-Unis au Brésil, du Sénégal à la Corée. Omar ne joue pas, il incarne, il ne divertit plus seulement. Il fascine, il revendique, il redéfinit. L'enfant de Trappe devient l'homme de la série la plus vue de France, mais aussi le symbole d'une époque qui change. Dans une interview, il dit « Je voulais qu'un enfant noir puisse dire « Moi aussi, je peux être Lupin ». Ce n'est plus simplement un succès d'acteur, c'est une transformation culturelle. Omar a traversé les étiquettes, les rires, les jugements. Il revient avec un rôle qui ne l'enferme pas, mais l'élève. C'est ça, la vraie transformation. Quand l'industrie ne vous tolère plus, mais vous respecte. 2022. Une salle de classe à Marseille. Un élève de 14 ans, basket usé, capuche sur la tête, lève la main. Il dit juste « Moi, je veux être comme Omar Sy ». Silence. Puis l'enseignant sourit. Parce qu'il comprend. Parce que ce n'est pas juste une célébrité qu'on admire. C'est une trajectoire qu'on croit possible. Dans les banlieues, les dom-toms, l'Afrique francophone, chez ceux qu'on ne voit pas, le nom d'Omar est devenu un repère, pas un héros inatteignable, un reflet, celui d'un homme qui n'a pas attendu qu'on lui tende la main pour gravir les marches, un homme qui n'a jamais nié d'où il venait, mais qui a montré où l'on pouvait aller. Il crée une fondation, C'est que du bonheur, pour les enfants hospitalisés, parce que lui n'oublie jamais que le rire, parfois, soigne plus que les médicaments. À chaque apparition, chaque mot, chaque geste public, Omar envoie un message. Vous avez le droit de rêver, même si personne autour de vous ne l'a fait avant. Il n'est plus simplement un acteur, il est une présence culturelle, sociale, humaine, quelqu'un qui inspire sans donner de leçons, quelqu'un qui élève sans jamais écraser. 2025. Une annonce tombe. Omar Sy entre dans le dictionnaire Larousse. Une simple ligne imprimée en noir sur blanc. Mais derrière cette phrase, des décennies d'invisibilité effacées. Il rejoint les pages de l'histoire aux côtés de Beyoncé, Mylène Farmer, Simone Veil. Mais lui ne fanfaronne pas. Il continue de tourner, de s'engager, de vivre simplement. Il dit dans un entretien « Je ne veux pas qu'on me remercie. Je veux qu'on regarde ailleurs, plus loin. » Aujourd'hui, Omar n'a plus rien à prouver. Et pourtant, il continue de tendre la main. Aux jeunes, aux artistes, aux invisibles. À ceux qui, comme lui jadis, attendaient qu'on leur dise « Tu as le droit ». Il ne s'est jamais contenté d'être aimé. Il a voulu être utile. Ce n'est pas seulement un acteur, c'est un homme debout, un trait d'union, un souffle de possible. Et quand on regarde son visage aujourd'hui, on ne voit pas la star. On voit le gamin de Trappes qui n'a jamais trahi son rire. Conclusion. Il ne voulait pas devenir une star. Il voulait juste qu'on l'écoute, sans qu'on lui impose un masque. Il a grandi dans l'ombre, mais n'a jamais cessé d'éclairer les autres. Et aujourd'hui, son nom est gravé, là où les projecteurs ne suffisent plus, dans les cœurs, les mémoires et l'histoire de toute une génération. Parce qu'Omar Sy
c'est plus qu'un acteur. C'est une présence, une preuve, une réponse. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a inspiré, abonne-toi, commente, partage, car ici, chaque voix compte. Et ensemble, on redonne une place au destin que la France regarde trop souvent de loin.